Pascal Perry, bonsoir. Vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté l'invitation du plateau de C'est-à-dire pour commenter ce rapport édifiant de la Cour des comptes qui a été publié mercredi. Rapport sur la gestion des HLM du logement social. Alors, le logement social, on se dit que ça devrait théoriquement bénéficier aux plus modestes. Eh bien, ce dont on se rend compte dans ce rapport, c'est que c'est loin d'être le cas. Enfin, d'être toujours le cas. Oui, la Cour des comptes confirme ce qu'on savait par sondage, souvent local. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'occupants dans des logements sociaux qui sont sortis notamment des conditions de ressources parce que leurs revenus ont augmenté. Qui ne partent pas. Oui, alors il y a des gens riches. C'est la théorie du bail à vie. C'est-à-dire que dès lors qu'on rentre dans un logement social, c'est d'ailleurs ça qu'il faudrait changer, dès lors qu'on rentre dans un logement social, bien en général, on y reste. Alors on y rentre parfois avec une famille nombreuse et puis les enfants s'en vont. Il faudrait réactualiser la situation, tout à la fois en fonction de la capacité contributive des occupants, puis aussi en fonction de la taille du logement, mais ça n'est pas fait. Donc c'est comme ça qu'on retrouve dans les logements sociaux des gens seuls de plus de 60 ans ou à deux en couple qui occupent un F4, un F5 qu'ils ont reçu il y a 25 ou 30 ans. Voilà. Donc la Cour des comptes dit c'est comme si vous étiez propriétaire finalement. Alors que finalement vous n'êtes que locataire, mais vous gardez. Attendez, la phrase c'est on vous remet les clés à vie. Alors du coup la Cour des comptes dit il faudrait instaurer un bail temporaire. C'est quoi donc l'idée? Un bail temporaire, c'est l'idée qu'il faudrait pouvoir réévaluer précisément la situation des occupants. Le bailleur social vous alloue un logement aujourd'hui pour une période de 5 ans. Voilà. En observant votre niveau de revenu, vos besoins, l'expression de vos besoins, et dans 5 ans, on voit. Bon, et c'est une très bonne idée parce que ça permettrait d'organiser la rotation des logements sociaux. Pour vous donner un indice, quand on compare logement privé et logement social, le ratio de rotation va de 1 à 4. C'est-à-dire qu'on tourne beaucoup plus vite dans le privé et quand on est dans un logement social, on y reste en général très longtemps. C'est une des raisons du blocage. Mais vous avez prononcé un mot qui est intéressant, c'est le mot propriété. Moi, je pense que les bailleurs sociaux devraient favoriser l'accès à la propriété. Qu'on puisse acheter son HLM ou son logement social. Oui, son logement social. D'ailleurs, HLM, bon, c'est un terme un peu générique, mais on a du logement social en dehors du HLM, des gens qui ont occupé pendant très longtemps un logement social, dont la situation a favorablement évolué, qui souhaiteraient devenir propriétaires. C'est un vœu des Français d'ailleurs, devenir propriétaires. 58% de propriétaires en France. Eh bien, on considère qu'ils ont déjà versé une part avec les loyers, on leur propose un prix, et s'ils le souhaitent, ils accèdent au logement social. Conséquence, c'est un peu d'argent qui rentrerait chez les bailleurs sociaux, qui leur permettrait de rénover le reste notamment. Alors, il y a certains abus qui sont à la marge ou qui existent vraiment. Parce que comme on ne vous le retire jamais, votre logement social, on constate que ça devient pour certains une résidence secondaire. On voit des retraités qui vont vivre à la mer et puis qui gardent leur HLM à Paris ou dans les grandes villes comme pied-à-terre. Oui, c'est possible, ça doit Il y en a d'autres qui terminent sur les plateformes de location collaborative. Enfin, vous savez, en France, on met 18 milliards d'euros chaque année sur le logement social. Donc ça mériterait quand même qu'on s'y intéresse d'un petit peu plus près, qu'on passe d'une politique un peu quantitative à une politique à la dentelle, c'est-à-dire qu'on observe des situations particulières, dans des zones particulières. On sait que l'essentiel des besoins se concentre aujourd'hui dans les villes, dans les métropoles. À ce sujet, d'ailleurs, inutile de construire des logements sociaux en pleine campagne, il faut les construire en zone tendue. Il y a eu un reportage à Vichy, on oblige la ville à construire des HLM, alors qu'elle sait très bien qu'il n'y a aucune demande, et donc ces HLM sont voués à être vides. Elle est stupide, cette loi qui dit, dans toutes les villes, il faut 25% de HLM. Elle n'a pas de sens. À mon sens, elle doit être revue. Il y a un phénomène qui est un phénomène que les urbanistes connaissent bien, c'est le phénomène de métropolisation, c'est-à-dire que les grandes métropoles aspirent la population en même temps que l'activité. D'une certaine façon, on a décentralisé la centralisation. Toulouse, Bordeaux, Lille, donc etc. Là, dans ces grandes villes, c'est là qu'on a besoin de logements sociaux et on a 4,8 millions de logements sociaux à peu près disponibles en France et on a une liste d'attente de 2 millions de personnes, alors qu'on en a construit 160 000 l'an dernier. Donc ça démontre quoi? Ça démontre qu'il ne faut pas travailler sur le flux, il faut travailler sur le stock. Voilà. Et organiser la rotation. La rotation et peut-être aussi changer un peu notre logiciel. Aujourd'hui, on parle de logements sociaux. Moi, j'ai une idée toute simple. Si on parlait de locataires sociaux, en se disant que ces locataires qui répondent au profil qu'on évoque, des gens qui ont des revenus moyens, pourraient, par exemple, être logés dans le secteur privé. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus cher. Je vais vous dire, oui,
mais l'État pourrait compenser la différence entre ce qu'ils auraient payé dans un logement social et le prix du privé. Donner une prime aux personnes plutôt que de construire un logement qui sera moins cher et accordé dans des conditions un peu... Absolument, d'autant que deux réflexions. La première, c'est l'État met 65 000 € à chaque fois qu'on construit un logement social, en moyenne, quelle que soit la taille du logement. Deuxième réflexion, les conditions d'attribution ne sont pas du tout transparentes. Alors, les conditions... Voilà. D'abord, les logements, la Cour des comptes dit qu'il faudrait revoir les critères d'attribution des logements sociaux. Qui a droit aujourd'hui à un logement social en France? Conditions de ressources. C'est lié aux conditions de ressources, à la taille de la famille essentiellement. Oui, mais il paraît que les 2/3 des Français sont éligibles aujourd'hui à un HLM ou un logement social. C'est énorme. Tout le monde a gagné, quoi. Oui, alors je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais je dirais que les 2/3 des gens qui sont dans le secteur privé, dans le secteur locatif privé, seraient éligibles au logement social. Et en même temps que que le rapport de la Cour des comptes, il y a une étude qui vient de sortir, qui est celle de l'INSEE, et qui dit, en substance, c'est une étude de long terme, 1984-2013, qui dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que les revenus des Français qui habitent un logement social ont eu tendance à décroître. On l'aurait imaginé. Et les locataires qui vivent dans le secteur du privé ont un revenu qui est soit égal, soit qui augmente. Donc on voit que finalement, la situation du logement, elle catalyse les inégalités spatiales, les inégalités de la position des individus dans la ville. Alors, Pascal Perric, que répondez-vous à l'Office des HLM, à ceux qui gèrent ces logements sociaux, qui disent oui, mais si on fait, il faut de la mixité. Et au fond, si on ne prend que les ménages vraiment les plus modestes dans nos bars HLM, on va créer des ghettos. Eh bien, la formule que je propose... Ah oui, de donner une prime. De donner une prime, c'est la vraie mixité. Ouais, parce que la situation actuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une France un peu peau de léopard. Il y a à certains endroits des quartiers très défavorisés avec des gens qui souvent sont en souffrance économique. On les concentre à cet endroit. C'est le contraire de la mixité sociale. La mixité sociale, c'est faire vivre ensemble des gens qui viennent de cultures différentes, qui ont des revenus différents, qui ont des situations sociales et économiques différentes. Dans un pays, c'est quand même un chiffre qui est parlant, où en moyenne, 29% du revenu des ménages est consommé par le logement. Vous n'avez pas commencé le mois, pratiquement, que déjà 1/3 de votre revenu sera consacré au logement. Ce chiffre n'arrête pas d'augmenter avec la hausse des prix de l'immobilier. Il augmente, c'est la moitié en Allemagne. C'est 14% On dépense 2 fois moins en Allemagne? Oui, ça veut dire donc qu'on dégage tout de suite 15% de pouvoir d'achat disponible pour acheter autre chose. C'est la plaie, la hausse des prix de l'immobilier. Parce que du coup, c'est pour ça que les gens se reportent sur le logement social. Bien sûr. C'est 40% moins cher. C'est parce que les prix dans le privé ont flambé. Eh bien, il y a peut-être là aussi une formule qui est d'attribuer à tous les investisseurs individuels du logement un vrai statut fiscal d'investisseur immobilier, comme c'est le cas en Allemagne, en leur donnant des avantages. Vous savez comme moi que le logement, c'est une activité à forte intensité capitalistique. Il faut quand même mettre un peu d'argent au départ. Il y a des dispositifs, Pinel, etc. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée, ça commence, mais on sort tout juste d'une période pendant laquelle on a quand même considéré en France que la propriété, c'était le vol, et que les propriétaires abusaient de la situation. Ce qui est souvent pas le cas, parce que l'essentiel des propriétaires en France sont propriétaires d'1,6 logements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont investi pour améliorer leur retraite, pour avoir un complément de revenus. Ces gens-là, il faut les encourager. Sinon, s'il n'y a plus de propriétaires, il n'y a plus de locataires à la fin. C'est égal. Merci beaucoup Pascal Perric, donc économiste. Et je rappelle que vous êtes aussi l'auteur des Impôts pour les nuls aux éditions First. Voilà, si ça intéresse. Tout de suite, Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Emmanuel Macron présente son programme économique, un programme d'inspiration libérale. Une aubaine pour Benoît Hamon qui fait le plein à gauche. Il le reverra d'ailleurs lundi, Jean-Luc Mélenchon. Et il rallie les écologistes puisque Yannick Jadot a retiré sa candidature et se prononce pour le vote en faveur de Benoît Hamon, j'y arrive. C'est dans l'air, est intitulé ce soir « La gauche tente l'union face à Macron ».